Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Jen. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci et toi ? Ça va. Écoute, je t'avoue, comme tout à l'heure, je te disais, je suis complètement dans le rush. Je vis une semaine absolument de l'enfer. J'étais en retard de plus d'une demi-heure, donc je suis vraiment désolé, excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, t'as le sourire, et puis on va essayer quand même de passer un super bon moment malgré ce début un peu fracassant. Comme je te disais en préparation, moi j'aime bien démarrer avec l'enfance. J'aime bien savoir qui étaient les invités quand ils étaient plus jeunes, comprendre un petit peu aussi leur source de motivation. Tu sais, pas pour faire le psy et revenir dans l'enfance, mais pour comprendre un petit peu et savoir qui tu es. Et du coup, la première question que je pose, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Alors, mon premier souvenir de sport, je crois que c'est quand mon père m'a appris à nager. Alors, en fait, il faut savoir que mon père, qui ne savait à peine nager, nous a tous appris à nager. Okay. Donc, on allait tous les dimanches à la piscine et il avait une méthode assez particulière. Hein. Donc, il nous tenait sur le dos. Il fallait qu'on fasse la planche sur l'étoile, sur le dos, puis sur le ventre et puis qu'on fasse des battements de jambes un peu comme le crawl, et puis une fois qu'il estimait qu'on se débrouillait assez, il nous jetait dans le bassin de 2 mètres et nous disait de revenir. Donc c'est une méthode assez particulière, mais je crois que c'est les premiers souvenirs de sport, parce que c'est les premiers challenges, et aussi parce que c'est des moments que j'ai pu passer avec mon père, et voilà. Il est prof de sport ou pas du tout? Non, il s'est improvisé prof de natation en tout cas. Exactement, prof de natation. Il nous a appris à faire du vélo aussi, mais la même méthode. Hein, il nous apprend, il nous met les roulettes et après il nous monte en haut de la pente et il nous lâche jusqu'en bas. Et voilà, c'était sa méthode. Et je crois que j'ai gardé un petit peu de ça dans ma manière de fonctionner. Je fonce et après je réfléchis. c'est vrai que c'est une drôle de méthode. Enfin, ça peut traumatiser des enfants, des fois, mais je sais pas si tu t'en rends compte, mais... Ah oui, avec le recul, je m'en rends compte, mais bon, on est 6 enfants, et je crois qu'il n'y en a aucun de nous qui est traumatisé, et on a tous été très sportifs. C'est vrai ? Ouais, tes frères et sœurs, du coup, font d'autres sports également ? Oui, on a tous fait. En fait, mon père nous a tous mis au sport très jeune. On a tous commencé par de la gymnastique à 5 ans. Ok. Que ce soit les garçons ou les filles, et après, chacun a choisi d'autres sports dans lesquels il voulait évoluer. Ok, trop chouette. Et tu sais pourquoi lui, il tenait absolument à ce que tous ses enfants fassent du sport? Il a une histoire particulière avec ça, ou c'était des convictions autour des valeurs, peut-être? Alors, je pense qu'il y a... mon père, il a une histoire assez particulière, parce qu'il est né, il a grandi en Algérie, il a grandi dans des conditions un peu compliquées, parce que c'est un enfant qui a été abandonné, qui a été élevé par une tante dans une ferme de colons, et je pense que c'est des choses que lui n'a pas pu faire. Et quand il arrive en France, mon père fait 1m96, 98, avec un gabarit assez impressionnant, et
Il me racontait que quand il arrivait dans des stades de rugby pour aller voir ses potes s'entraîner, on le laissait pas rentrer en pensant qu'il venait d'équipe adverse pour observer le jeu, parce qu'en Bourgogne le rugby c'est très c'est très important. Ça l'était en tout cas beaucoup plus à son époque. Ouais. Et je pense que c'est des choses qui lui ont manqué et qu'il a voulu nous faire connaître. Ok, d'accord. Et il vous a pas spécialement poussé vers un sport en particulier, quoi. Il vous a guidé ou faire, on va dire, il vous a appris un peu les principaux sports qu'il faut faire, nager, vélo. Il n'avait pas de sport de prédilection, quoi. Non, il n'avait pas de sport de prédilection. Par contre, une chose était importante pour lui, c'était qu'on sache tous nager. Ouais. Tout simplement parce qu'on partait en vacances tous les étés en Algérie et comme on allait se baigner, il était important pour lui qu'on sache se débrouiller tout seul dans l'eau. Ok, d'accord. Bon, écoute, hyper intéressant cette histoire et tu disais que derrière toi t'avais gardé un petit peu cette culture là de je fonce et après je vois. Ouais. C'est quelque chose que t'as gardé longtemps. Enfin, t'as peut-être d'autres anecdotes un peu similaires dans l'enfance où tu fonçais et puis tu réfléchissais après entre guillemets, mais alors je sais pas si j'ai pas de souvenir particulier, mais je sais que ça a toujours été mon mode de fonctionnement en fait. Depuis toute petite, j'ai des capacités assez spectaculaires en sport. Ouais. J'ai toujours été très puissante, très forte, ce qui me valait d'ailleurs beaucoup de surnoms de type garçon manqué, ce genre de choses quand j'étais petite. Okay. Parce que physiquement, j'étais déjà assez impressionnante et je crois que jusqu'au lycée, il n'y a pas un mec qui m'a battu en EPS, que ce soit depuis la primaire jusqu'au lycée dans n'importe quel sport. Ouais. Bon, après, une fois que les hormones entrent en jeu, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais voilà, et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvée à faire du javelot. On m'a dit, il manque quelqu'un, tu prends le javelot, tu lances. J'ai lancé comme une barbare, j'ai battu le record de Bourgogne et après, c'est devenu mon sport de prédilection avant les sports de combat. C'est vrai ? Ok. Ouais. Je savais pas du tout. Et juste peut-être pour rebondir sur ce point-là, parce que moi, ça me... Tu vois, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont des enfances un peu particulières, tu vois, et pareil, qui ont un petit... soit des physiques un peu hors normes, soit des aptitudes physiques déjà un peu hors normes. Et tu vois, j'imagine que ça doit être hyper dur pour une jeune fille, tu vois, d'avoir des surnoms, en plus un peu masculins, tu vois, en quête de... Quand t'es en train de construire ton identité, qu'elle soit masculine ou féminine d'ailleurs, tu vois, ça fait toujours étrange, tu vois, qu'on te donne des surnoms. C'est un truc qui t'a marqué, qui t'a fait souffrir ou au contraire, je sais pas, ça t'a renforcé, t'aimais bien en jouer, pour dire, je sais pas, attention, si tu dis que je suis un garçon manqué, tu vas voir, je vais t'en mettre une, et puis on verra qui est le garçon, je sais pas, Alors moi, c'est quelque chose qui m'a assez arrangé parce que j'étais très réservée quand j'étais petite, donc j'avais énormément de mal à parler aux gens, à me sociabiliser entre guillemets. Bon, après, quand tu grandis avec 5 frères et sœurs, si t'apprends pas à rire de toi-même, c'est compliqué. Parce qu'on est tout le temps en train de se chamailler, en train de se dire on t'a trouvé dans une poubelle, machin, quand t'étais petit. Ouais. Bon, les jeux de frères et sœurs classiques. Et du coup, non, moi, ça m'arrangeait plutôt. Et de toute façon, j'ai grandi un petit peu avec cette image où quand on grandit un peu avec la culture maghrébine, la femme, elle a quand même un statut assez particulier. Et quand j'étais jeune, je voulais pas être une fille parce qu'il y avait plein de choses qui m'étaient interdites. Et du coup, le fait d'être comme ça, hyper puissante, hyper sportive, hyper garçon manqué, c'était une manière de dire moi, je suis pas une fille comme les autres, en fait. Okay. Et déjà, dans la cour de l'école primaire, moi, j'étais pas avec les petites filles... sur le côté, vers les toilettes, à jouer à la corde à sauter ou à la poupée. Moi, j'étais au centre de la cour et j'étais déjà là, présente, à faire des courses, à jouer au foot. Et je crois que j'étais une des rares filles à être au centre de la cour en disant je suis là, quoi. C'est un peu comme dans le ring, quoi. Faut être au centre. T'as raison, c'est une belle métaphore. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, tu vois, de voir comment tu t'es construite et comment t'affirmes ta personnalité par rapport à ça. Parce que moi, j'ai un copain d'enfance qui était très 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 grand, déjà très jeune, et lui il en a beaucoup souffert, quoi. Il était pas du tout à l'aise, les chaises à l'école étaient trop petites, tout était trop petit pour lui, tout le monde l'appelait le géant, tu vois, et il en a souffert. Mais toi j'ai l'impression que ça t'a endurci. Mais et tu très jeune, du coup tu faisais énormément de sport dans la cour de récré, dans tout. Et
Tu joues au foot? Enfin, je sais pas, t'as mentionné le football, mais tu joues un peu au foot? Ouais, je joue au foot, je jouais au rugby. J'avais même été capitaine de l'équipe à l'école primaire parce qu'on devait faire un tournoi que j'ai pas pu faire. D'ailleurs, je crois que c'est le plus triste souvenir sportif que j'ai parce que j'ai été hospitalisée le jour du tournoi, donc j'étais un peu dégoûtée, mais j'avais aussi cette routine avec deux copains de classe. Alors, comment ils s'appelaient? Robert et Sylvain. À chaque fois qu'on arrivait à l'école primaire, ouais, il fallait faire la course. Et pour savoir qui était le plus rapide chaque matin. Et c'était quand j'arrivais à l'école, j'arrivais déjà en mode aujourd'hui, il y a la course, je vais gagner, quoi. Donc, tous les jours, une petite routine de compétition, quoi. Exactement, oui. Ok. Et les notes? C'était... Alors moi, j'ai toujours été une élève très scolaire, voilà. Je faisais le strict minimum, voilà. J'étais pas, mais parce que j'avais toujours un petit peu la pression de ma grande sœur était excellente à l'école, donc on me comparait tout le temps à elle, donc c'était aussi une manière de dire, moi, je suis en mode peace, laissez-moi tranquille, tant que j'ai la moyenne, c'est bien. Et tu disais que c'était un moyen pour toi de t'affirmer, de dire que t'étais pas comme les autres et tout. Je trouve ça hyper intéressant ce point-là. C'était peut-être que à l'époque peut-être que tu n'en avais pas conscience, mais avec le recul, c'était quelque chose que tu voulais, être pas comme les autres et marquer un petit peu ta personnalité et montrer que t'étais différente. Tu sais, est-ce que tu sais d'où ça vient? Alors oui, c'est quelque chose que c'était important pour moi, ouais, de montrer que j'étais pas comme les autres. Moi, il y a plein de choses en fait. Il y a je suis pas comme les autres petites filles fragiles, etc. Moi, je suis quelqu'un de forte, ce genre de choses. Après, d'où ça peut venir, je sais pas, peut-être parce que je suis au milieu aussi de ma fratrie et que j'étais... Il y avait beaucoup d'écart entre moi et ma grande sœur et beaucoup entre moi et mes petites sœurs, donc j'étais aussi toute seule. Moi, j'avais mon petit monde imaginaire, j'avais besoin de personne pour jouer, quoi. Mais ouais, je pense que ça vient de cette fratrie, ça vient aussi de cette culture, de dire que... Entre guillemets, je pense que depuis que j'étais toute petite, j'étais pas prête à me soumettre à quoi que ce soit, en fait. Ouais, ok. Ouais, je vois très bien, ouais. Et c'est un truc que tu cultives ou que tu essayes de transmettre encore aujourd'hui, un petit peu ce trait de caractère-là, de vouloir, je sais pas, marquer un peu la différence ou... Alors, je pense que c'est quelque chose que je cultive, mais inconsciemment, de par mes choix. Parce qu'on n'arrive pas, par exemple, dans une salle de boxe par hasard, ou dans une salle de MMA, après, voilà. Mais ouais, c'est quelque chose que je cultive inconsciemment. Est-ce que je le transmets? Alors, je vais pas transmettre ça en tant que tel, mais je vais plutôt faire comprendre à chaque personne qui passe dans mes coachings ou dans mes cours qu'elle est particulière et qu'elle a au fond d'elle quelque chose qui va lui permettre de s'en sortir et de faire des choses extraordinaires et qu'il faut juste croire en soi, en fait. Ouais. Et il y a des, je sais pas, des femmes ou des hommes qui t'inspirent un peu qu'on ce trait de caractère-là? Ou tu vois, moi, après c'est peut-être je suis peut-être complètement biaisé, mais j'ai pas mal de rôles modèles, tu vois, pour certains points, tu vois, sur l'aspect mental, tu vois, je vais beaucoup aimer certaines personnalités, pour l'aspect professionnel peut-être d'autres. Tu vois, est-ce que toi je sais pas, plus jeune, t'avais des sources d'inspiration, tu vois, ou des modèles féminins ou masculins d'ailleurs qui t'inspiraient qui t'inspiraient plus jeune, ouais. Ouais, alors moi, j'ai pas grandi avec cette culture de starification, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en fait, moi, j'ai grandi quand même dans un truc assez particulier. Nous, on n'écoutait pas la radio ou la musique, donc par exemple, les chanteurs de hip-hop français, je les ai découverts plus tard quand j'étais plus grande. Okay. Parce que, voilà, moi, mes parents nous ont jamais appris à regarder ou à idolâtrer quelqu'un. Donc, je me suis un peu construite toute seule. Même aujourd'hui, c'est des choses que j'ai du mal un petit peu à... Ouais. Je vais pouvoir trouver ce que font les autres extraordinaires, mais ce sera pas pour autant des modèles à suivre à tout prix. Par contre, j'ai envie, moi, d'être un modèle pour les autres. Ouais. Okay. J'ai envie que les autres reconnaissent quelque chose en moi. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on me compare souvent à cette guerrière berbère, la Kaïna, dans ma manière de fonctionner, mais
J'ai pas de modèle particulier. Okay. C'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais même dans le sport, j'ai pas un athlète qui me... Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah après, je trouve que c'est aussi la qualité des gens assez brillants, c'est de pas forcément avoir un modèle, mais tu vois, être capable de prendre des petits bouts, tu vois, inconsciemment de certaines personnes, tu vois, et aussi de se constituer un réseau et de s'inspirer un peu des meilleurs. Donc je trouve ça intéressant. Et il y a un point sur lequel je voulais rebondir parce que tu as dit oui, par contre j'ai besoin de transmettre aux autres, tu vois, que je suis particulière et que j'ai ma personnalité et que moi j'ai compris que c'était ça que tu voulais transmettre, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent dans cette unicité entre guillemets, tu vois, est-ce que tu veux qu'ils retiennent ton esprit un peu justement guerrière? Est-ce que tu veux qu'ils reprennent un peu le côté self-made woman entre guillemets, ou le côté tout le monde peut se donner et arriver? Enfin, tu vois, c'est quoi ton message du coup aujourd'hui que tu veux transmettre? Je crois que c'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est de se dire, on a grandi avec cette vision que la femme c'est un être fragile, qu'elle est très souvent dépendante d'un homme, que le chemin classique pour une femme c'est les études, le mariage, les enfants. Et moi j'ai envie de dire un peu, alors c'est vrai que c'est un message qui s'adresse peut-être plus particulièrement aux femmes, mais c'est un choix personnel. Mais j'ai envie de leur dire, en fait, il y a des cases, on veut vous rentrer dans des cases, et c'est à vous de pas accepter qu'on vous mette dans une case si vous n'avez pas envie d'y aller. Et quand on n'a pas envie de faire quelque chose parce que ça ne nous correspond pas, la seule chose pour moi, justement, pour éviter tout ça, c'est de faire ce que nous, on a envie de faire. Et c'est comme ça qu'on se construit. Donc certes, on va rencontrer plein de barrières, plein de difficultés, on va être montré du doigt, on va être décrié, on va être plein de choses, mais le plus important au final, c'est j'avais un objectif et j'y suis parvenue. Et pas juste regarder le résultat, mais de s'intéresser au process, comment je fais pour arriver à ce résultat. Ce qui compte, c'est pas y arriver vite, peut-être certains vont y arriver vite, certaines vont y arriver moins vite, mais ce qui va vraiment compter, c'est de se dire je suis capable de construire un petit peu mon avancée étape par étape en fonction de ce que je suis capable de faire au moment donné. Et le plus important, ce sera à chaque étape, parce que ça va être de plus en plus dur, de ne jamais abandonner et de se faire confiance et de se dire je peux le faire. Je suis pas dépendante de cette société, je suis pas dépendante de ces cases où on veut me mettre. Et là-dessus, je rejoins un peu Rokhaya Diallo quand elle dit ne reste pas à ta place. Ouais. Et la place qui est plutôt dictée par ce que la société attend de toi, quoi. Exactement. Ouais. Et je sais pas trop comment formuler ma question, mais le sujet est hyper intéressant en fait. Déjà, tu vois, je suis parfaitement aligné avec toi sur le fait que il faut pas trop se concentrer sur l'objectif et sur la rapidité ou à laquelle on peut l'obtenir, mais surtout sur le chemin, quoi, plutôt le chemin parcouru. Et ça, c'est dur à comprendre. Après, moi, j'aime bien la métaphore de dire on n'abandonne jamais sur la ligne d'arrivée, on abandonne toujours en chemin. Ouais. Et du coup, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et pas abandonner. Mais là où tu vas accompagner des femmes, toi, ça va être peut-être sur des transformations, sur de la préparation physique, sur même de la préparation sportive, et des sports de combat aujourd'hui. Et du coup, c'est quoi les objectifs les objectifs que généralement les femmes que tu rencontres se donnent? Désolé, j'ai bégayé plein de fois. Je vais être fatigué. Non, mais j'ai pas bien dormi, excuse-moi, mais ouais, non, du coup, les femmes que tu côtoies via ton activité aujourd'hui, c'est quel type d'objectifs qu'elles vont se donner, et ça va être quoi, du coup, les étapes intermédiaires qu'elles vont rencontrer? Alors en fait, quand je travaille avec des femmes, donc moi j'ai créé la GN Academy, c'est une association dédiée au sport de combat, aux arts martiaux, dans lesquels je n'entraîne que des femmes. Donc c'est un milieu associatif. En parallèle, je fais de la prépa physique pour des athlètes de haut niveau. J'ai notamment un joueur de foot qui joue en Ligue 1 à l'étranger, un combattant de MMA qui est au Bellator aujourd'hui. Mais c'est deux choses complètement différentes en fait. Quand j'aborde les sports de combat avec les femmes, je l'aborde pas du tout de la même manière, par exemple,
moi pour pratiquer en fait. C'est vraiment quelque chose de différent. Je vais utiliser le prétexte des sports de combat qui est quelque chose qui les attire, qu'elles ont envie de pratiquer mais qu'elles n'avaient pas forcément l'occasion de pouvoir pratiquer parce que dans les clubs très souvent les structures ne sont pas adaptées aux femmes, les horaires ne sont pas adaptés aux femmes. La manière de pratiquer aussi, les femmes elles n'ont pas forcément besoin d'opposition et dans certains clubs c'est de l'opposition du début à la fin du training. Les femmes, elles sont quand même un peu plus cérébrales. Bon, ça fait un peu cliché de dire ça, mais elles ont besoin de comprendre ce qu'elles font. Elles ont besoin de répéter plusieurs fois et d'être vraiment axées sur la technique. Des hommes aussi. Hein. Oui. Pour avoir fait un an de boxe, je peux te dire que moi, ça me traumatisait littéralement en fait de faire 2 minutes de technique et derrière de passer tout de suite à l'opposition. Quoi. J'ai besoin de comprendre mon corps, de comprendre le geste, de le faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois pour bien le comprendre et un peu l'intellectualiser. Ouais. Donc il n'y a pas que les femmes qui sont cérébrales, hein, je te rassure. Non, c'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est pas du tout les mêmes manières de pratiquer et d'entrevoir l'activité. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre hein, parce que moi, j'étais l'inverse. Ouais. J'ai besoin de pratiquer. Moi, j'ai besoin de pratiquer, j'ai besoin de l'opposition, j'ai besoin de me confronter parce que j'ai pas peur de prendre des coups. Et parce que très souvent dans les sports de combat on arrive en se disant je vais en donner mais on oublie qu'avant de donner il faut savoir recevoir quoi et que si tu sais pas faire l'un ça va être compliqué d'accepter de faire l'autre. Et du coup les femmes quand elles arrivent dans ces sports là elles arrivent un petit peu en se disant je vais apprendre à me défendre. C'est pour ça que j'appelle mes cours du MMA défense. Parce qu'elles ont l'impression que elles vont apprendre à faire des techniques un petit peu comme on voit dans le Krav Maga. Je vais pouvoir stopper quelqu'un en un coup. Bon, ça, c'est des choses qui n'existent pas forcément dans la réalité. Mais tout ça pour dire en fait que je vais utiliser les sports de combat, la défense, les techniques, etc. pour leur montrer qu'au final, elles sont capables de faire des choses qui sont tout aussi complexes que des sportifs de très haut niveau. Même si elles vont le faire différemment. Donc, ça veut dire qu'elles sont capables de faire des choses très dures, très compliquées quand elles s'en donnent les moyens. Et surtout, je veux leur faire comprendre que même physiquement, parce qu'il y a une grosse partie physique dans mes cours via du cross-training ou un peu d'exercice de prépa physique, que physiquement, elles ont un corps, que le corps, c'est quand même une machine extraordinaire et que quand on arrive à arrêter d'écouter la petite voix qui est dans sa tête, le corps, il peut faire des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que je leur dis toujours, persuadez votre esprit que vous pouvez le faire et votre corps suivra. Donc j'essaie juste de leur montrer qu'elles ont tout en elles et en fait, moi, je vais juste être un instrument qu'elles vont pouvoir utiliser à un moment donné, comme un curseur pour passer de on à off pour arriver à faire des choses extraordinaires. Et quand elles sortent de mon cours, donc quand elles arrivent, elles sont un peu toutes timides, etc. Et quand elles sortent, elles ont gagné en confiance en elles. C'est quand même assez... Moi, c'est ce qui me fait vibrer quand je bosse avec les nanas. Ouais. Mais je suis impressionné de voir à quel point les sports de combat de manière générale, même le sport de manière générale, mais peut-être encore plus pour les sports de combat, c'est à quel point c'est un vecteur de développement personnel et de gain de confiance en soi, quoi. C'est absolument dingue en fait. Le fait, je sais pas, d'exprimer un peu à la fois sa colère, sa violence, mais aussi son contrôle, tu vois. Je trouve que ça élargit la zone de confort, quoi. Donc, je sais pas comment tu fais toi pour justement accroître encore plus cette confiance en elle. Je sais pas, il y a des exercices particuliers, c'est ta pédagogie qui fait la différence. Ouais, alors je pense que c'est ma pédagogie qui fait vraiment toute la différence. Après, pour moi, le MMA et les sports de combat, ce sont de véritables outils d'empowerment. On s'en rend pas compte, mais quand on vient dans ces activités-là et qu'on les pratique et qu'on arrive à pratiquer de manière de plus en plus technique et de plus en plus précise sur certaines activités, ça permet c'est exactement ce que tu disais, ça permet de gagner en confiance en soi, mais c'est aussi des sports idéaux pour travailler aussi sur le bien-être de la personne. Donc aujourd'hui, on a tendance à dire que les activités bien-être, ça va être le yoga, ça va être le pilates, mais en fait, les sports de combat et le MMA, moi, je vais prêcher pour le MMA, en tout cas ici. Le MMA, c'est l'activité idéale pour travailler le bien-être parce que ça permet de se décharger un petit peu de toutes les pressions qu'on a pu accumuler dans la semaine. Ça permet d'aller puiser en soi. C'est une activité aussi quand on se dépasse comme ça avec les hormones qui sont libérées quand on a terminé la séance.
Moi, on prend du temps pour soi, pour faire une activité, pour se dépasser. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite par un prof de PS sur l'École normale supérieure à Lyon, qui est quand même la grande école qui forme les futurs enseignants, agrégés, etc., à qui il a fait pratiquer du MMA pendant 1 an. Pour voir un petit peu les résultats et pour sortir un petit peu de la vision qu'on a du MMA, sport violent, sport agressif, etc. Parce que les gens ne voient que ce qui se passe à la télé. Donc souvent, quand on dit MMA, on voit UFC, on voit bagarre au sol, on voit du sang, mais on voit pas tout le process, en fait, tout ce qu'on apprend à l'intérieur, toute la pédagogie qui est mise en place pendant les séances. Les différentes étapes d'apprentissage et les étudiants en ont conclu, en fait, ils ne savaient pas qu'ils étaient l'objet d'une étude et les mots qui ressortaient, c'est ça m'a fait un bien fou au niveau du bien-être, ça m'a permis de mieux me concentrer, ça m'a permis d'être moins stressé pendant mes examens, etc. Donc le MMA pour moi c'est un outil d'empowerment, ça c'est clair. Notamment pour les nanas, mais c'est aussi l'outil idéal pour travailler le bien-être. Ok. Et alors je sais pas s'il y a une passerelle, tu vois, mais moi typiquement un des gros vecteurs de confiance en moi, ça a été notamment de pratiquer un peu le crossfit et de m'intéresser à la musculation, parce que j'étais une petite crevette moi quand j'étais petit. J'étais le gamin dans la cour, j'ai mis beaucoup de temps à grandir. Oui. Tout mon collège, j'étais le petit blondinet à côté de la prof sur la photo de classe parce que j'étais le plus petit et le plus fin. Et j'étais vraiment tout fin et tu vois, j'étais le gamin qu'on embête, quoi. J'étais celui à qui on va voler les bonbons, vraiment, tu vois. Et je le vis pas mal, mais j'ai vu en fait à quel point, en pratiquant un sport, notamment un sport qui m'a fait changer physiquement. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis une masse, mais je suis plus la crevette que j'étais. Et tu vois, et je sens que le regard à la fois des hommes et des femmes qui est porté sur moi, il est différent et que du coup, on m'embête plus. Alors que pourtant, je serais pas un très bon combattant. Je serais plutôt du genre à celui qui court. Mais du coup, tu vois, sur un sport de combat, c'est invisible. Tu vois cette transformation. Moi, c'est le regard des autres qui a changé peut-être un peu sur moi. Mais du coup, dans le sport de combat, qu'est-ce qui fait que tu gagnes confiance en toi? C'est quoi? C'est de la sérénité? C'est du fait que tu arrives mieux à observer les comportements des autres et que tu te sens aussi capable d'y répondre? Qu'est-ce qui justement va être selon toi, ça va être quoi les éléments qui vont participer vraiment à tout cet empowerment et à la prise de confiance, quoi? Alors en fait, dans les sports de combat, c'est un peu, on peut faire une analogie avec le crossfit. Il y a des choses qui sont similaires et notamment c'est quand tu es face à ta barre au crossfit, t'es tout seul. Et en fait, c'est soit t'es capable, parce qu'on on voit des attitudes dans les gens, parce que moi je fais aussi beaucoup de crossfit et à chaque fois ça m'amuse de voir des personnes tricher pendant le crossfit et tu vois, qui vont dire qu'elles ont fini alors qu'elles ont pas fait toutes leurs reps, etc. Mais quand tu te mets vraiment dans le crossfit et que t'es face à ta barre et que tu te dis aujourd'hui le WOD je vais le finir, aujourd'hui le WOD je vais le finir avant les autres et le fait d'être face à soi-même, et c'est un petit peu de l'automotivation, c'est de la motivation intrinsèque au final, mais en fait au CrossFit, quand tu fais les choses, tu les fais pour toi. T'es tout seul et c'est soit tu passes le cap et tu passes la barre et tu passes le haut, soit tu n'y arrives pas. Et en fait au MMA, c'est exactement la même chose parce que en fait avant... quand on est face à un adversaire, on est surtout avant tout face à soi-même. Parce qu'il faut être capable de garder son calme, il faut être capable de raisonner, il faut être capable de mettre en place une stratégie, parce qu'on a l'impression que en MMA, pif, paf, pouf, on se rentre dedans, on réfléchit pas, un peu comme dans la boxe, mais en fait c'est une stratégie. La personne en face de moi, elle a comme moi 2 bras, 2 jambes, elle connaît comme moi plusieurs arts martiaux, ou peut-être qu'elle est spécialisée dans un art martial, ou dans 2, ou etc. Elle a les mêmes armes que moi, en termes d'attaque et de défense. Mais maintenant, il va falloir que je sois capable d'analyser ce qu'elle est en train de faire et de proposer moi quelque chose pour aller à l'encontre de tout ça. C'est un peu un jeu d'échecs. C'est pour ça qu'on compare très souvent les sports de combat au jeu d'échecs. Et cette manière, une fois qu'on arrive à rentrer un petit peu dans cette... déjà dans l'acceptation de l'affrontement, ça c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. C'est pour ça que beaucoup ne tiennent pas un petit peu ces activités de sport de combat. Une fois qu'on rentre aussi dans la rigueur de ces sports-là, parce que c'est des sports qui demandent énormément de rigueur. En MMA, on s'entraîne pas
une fois par semaine et c'est bon, on devient champion de l'UFC, quoi. Non, c'est la répétition qui fait que... Voilà, il faut s'entraîner 2-3 fois par jour dans des styles différents. Il faut faire énormément d'opposition aussi. Il faut se dépasser à chaque fois. Il faut apprendre plein de techniques. Il faut les retenir. Il faut être capable de les mettre en place. Il faut être capable de les mettre en place au bon moment face à la bonne réponse de l'adversaire qu'on a provoqué, etc. Donc tout ça, c'est des situations qui vont permettre de gagner en confiance en soi et de s'accepter. Mais bon, si ça peut te rassurer, moi aussi, quand j'étais petite, on m'appelait jaunisse parce que j'étais très anémiée, très petite, très maigre, mais j'étais quand même la plus forte. C'est vrai. Bon, bah, comme quoi, même en étant grand, on peut aussi se faire embêter. Mais... C'est ça. Tu vois, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, là, j'ai lu il y a pas longtemps un livre de Mathieu Ricard là, sur la méditation. Et tu sais, il explique qu'il y a plein de formes de méditation. On imagine, tu vois, la méditation, je sais pas, assis en tailleur, avec les doigts en lotus et on ferme les yeux et puis on respire. Mais il explique par exemple que les sports de combat, c'est de la méditation. Parce qu'en fait, la méditation, c'est quoi? Ça veut dire être vraiment dans l'instant présent. Ouais. Et ça, c'est un des trucs que j'ai retenu, tu vois, quand je faisais de la boxe, c'est que si t'es sur le ring et que ton esprit quitte le ring pendant 1 seconde, c'est cuit, exactement. Voilà, j'ai pas le souvenir d'avoir pris des KO, mais j'en ai pris quand même des petites, tu vois. Et pour le coup, je trouve ça c'est hyper intéressant sur vraiment l'apprentissage que ça fait à être vraiment hyper concentré, à être vraiment dans l'instant présent. Ça je trouve ça hyper puissant, quoi. Je sais pas si on t'avait déjà dit un peu ce parallèle, mais c'est ça t'apprend à te concentrer, quoi. Pour le coup, sur les enfants un peu dissipés, d'ailleurs, on l'entend souvent. Tu vois, j'avais pu interviewer Nordine Oubaly en boxe française ou Cédric Doumbé en kickboxing, tu vois, et tous les deux, ils ont ce truc. Enfin, ils me disaient, en tout cas, tous les deux, d'être des enfants un peu à la fois un peu rêveurs ou un petit peu dissipés, ils avaient vraiment du mal à se concentrer et du mal à canaliser leur énergie. Et enfin, en tout cas, ça leur a vraiment apporté ça, quoi. Donc, j'imagine que c'est hyper puissant. Et bon, je rebondis, je reviens un petit peu en arrière. Comment est-ce qu'on justement on peut justement être appelé la jaunisse, être la meilleure au javelot, et puis du jour au lendemain se retrouver dans le MMA. Qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte d'une salle? Alors je crois que c'était toujours un petit peu dans cette logique de je veux pas être comme les autres, moi je suis une femme différente. C'est un peu un acte politique de ma part d'avoir voulu faire des sports de combat. Alors le fautif, c'est toujours mon père, on en revient toujours à lui, mais le père, les petits sont bien d'accord là. Hein. Alors, moi je suis la fille de mon père, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait petite, alors il nous emmenait tout le temps à la natation, il nous emmenait tout le temps faire plein de balades à vélo, il nous accompagnait sur toutes les compètes, mais je me revois en fait des dimanches après-midi à regarder des films de Bruce Lee, Chuck Norris, avec lui en permanence, des combats de lutte sénégalaise, parce qu'à l'époque, sur la parabole, il y avait la chaîne de Dakar, et je regardais tout le temps de la lutte sénégalaise, des tournois de sumo, voilà. Génial. Et ça m'a toujours plu. Okay. Et à 13-14 ans, je lui avais dit que je voulais faire de la boxe. Et tu sais ce qui te plaisait dans ces combats? C'était quoi? C'était le côté artistique, le côté... Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? Excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu dis ça m'a toujours plu, mais ça nous plaît pas tous de regarder de la boxe. Moi, je les regarde à la télé, j'ai mal pour eux, quoi. Limite, ça me fait souffrir, j'ai dans ma télé, quoi. Ah ouais, non, moi, c'est le côté... je crois que j'ai toujours vu le côté un peu artistique, et ce côté de... T'as en face de toi quelqu'un, il sait tout faire comme toi. Et si tu veux gagner, il faut être plus fort. Et plus fort, ça veut pas dire être plus fort physiquement, mais ça veut dire être meilleur techniquement, en tout cas. Bon, et physiquement aussi, mais puis je crois que c'est le côté spectaculaire. Okay. Je voulais apprendre à faire des coups de pied sautés dans tous les sens. Ah, ok, d'accord. Donc il y avait un peu de tout ça. Et donc, pour en revenir à l'histoire, donc il m'avait dit que je pourrais faire de la boxe, parce que mon père était féministe, mais pas trop quand même, quand je partirais de chez lui. Voilà. Okay. Donc, ça a été un peu... donc, il a fallu que j'attende. J'ai découvert la boxe française à la fac.
en cursus en STAPS, parce que moi je suis prof de PS et donc j'étais en STAPS. Et en cours obligatoire, il y avait boxe française et je suis tombée sur un prof, mais complètement barge, mais pour de vrai, qui me disait mais t'as déjà fait de la boxe, c'est pas possible. Et je lui disais bah non, j'ai jamais fait de boxe. Bon, voilà quoi, c'est la première fois quoi. Il me dit ouais c'est ça. Et comment t'as appris? Donc en plaisantant, je lui disais bah j'ai regardé Chuck Norris. Voilà quoi. Et je me suis retrouvée à la fac. En fait, il a parlé de moi à la FFSU. Il leur manquait quelqu'un dans l'équipe et je crois qu'en 3 mois de pratique, mais en cursus scolaire, quoi. Ouais. Je me suis retrouvée dans une équipe de boxe française avec des gens qui pratiquaient tous en club à Chevigny, donc juste à côté de Dijon. Et je me suis retrouvée comme ça au championnat de France de boxe française. J'avais jamais fait d'opposition de ma life. J'étais jamais montée dans un ring face à quelqu'un, à part à la fac, mais bon, mes partenaires de cours était pas très doué. Ça devait pas être le même niveau, ouais, c'est clair. Et ça a commencé comme ça. Ok. Donc voilà, et après j'ai dû me faire opérer de l'épaule. Et pendant 8 ans, donc une fois que j'ai eu le CAPES, mon opération a été programmée, je crois, 2 semaines après les oraux du CAPES. Okay. Et après cette opération, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais faire de sport de haut niveau de ma vie et jamais faire de sport tout court. Donc j'ai eu une longue traversée de 8 ans, donc de 2004 à même un peu plus, jusqu'à 2013-2014, où je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus lever le bras. J'avais le statut de travailleur handicapé au sein de l'éducation nationale pendant 2 ans. J'essayais quand même de continuer de bouger un peu, donc j'avais mis une potence un petit peu spéciale sur mon vélo pour pouvoir faire du vélo en gardant le coude en bas. Moi, c'était horrible. Ouais. Et c'est l'époque où le CrossFit a commencé à arriver en France. Et je me suis dit, mais... Et j'avais lu plein d'articles d'athlètes, de mecs qui avaient eu des accidents de moto ou ce genre de choses, qui s'étaient flingués un genou ou une épaule et qui avaient fait leur rééducation via le CrossFit. Et du coup, j'ai pris rendez-vous avec un kiné juste à côté de chez moi et c'est lui qui m'a sauvé la vie. Et en travaillant avec lui et en me faisant mes propres séances de CrossFit à la maison, j'ai pu me remettre sur pied. Okay. Donc ça, c'était cool. Et en parallèle, moi, je commençais aussi à m'intéresser beaucoup plus au MMA et tout ça parce que c'était l'époque du Pride, c'était l'époque... Donc moi, j'ai toujours regardé le K1 à la télé. Ouais. Moi, quand j'étais étudiante, il n'y avait pas de soirée étudiante, quoi. Et quand on me disait, ouais, il y a soirée étudiante, je me disais, non, il y a le Tokyo Dome ce soir, il y a du K1 à la télé. Moi, je vais rester à la maison et regarder ça. Et c'était l'époque où on commençait à entendre parler un petit peu de tous ces sports. Et donc, quand ça a commencé à aller mieux, en 2013, je crois, ou 2012, je suis arrivée à Sartrouville dans un lycée et j'ai commencé à mettre en place du MMA en milieu scolaire. Okay. Donc, j'ai fait venir Cheikh Congo qui combattait à l'époque à l'UFC, j'ai fait venir Cyril Diabaté, pas mal de choses. Et j'ai un élève qui se débrouillait très bien. Et comme j'avais rencontré Cheikh, je m'étais dit, je vais l'emmener à son club parce qu'il avait un club juste à côté à Colombes qui s'appelle le Congo Smashing Club. Et tout a commencé là-bas. Alors, j'y suis allée pour emmener ce jeune étudiant, ce jeune élève qui, au final, a fini par lâcher. et moi, c'est moi qui ai pris le relais. Et en fait, j'y suis allée... J'avais un rendez-vous là-bas avec le coach sur place qui s'appelle Ali. Mais en fait, juste avant, j'avais été percutée sur un passage pour piétons par un vieux monsieur qui estimait que moi, la jeune maghrébine que je suis, je n'avais pas traversé devant lui. Et du coup, j'étais plâtrée au niveau du poignet. Okay. Et donc, j'avais rendez-vous là-bas avec cet élève qui n'est pas venu. Ali me voit, donc j'étais en survêt parce que je sortais de mes cours. Et il me dit, non mais attends, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Même si tu peux mettre qu'un gant, je te prends au pas d'ours, tu vas boxer un peu et tu vas voir, ça va aller. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Je me suis rendu compte que j'avais rien perdu du peu que j'avais appris en boxe française. Mais je me suis surtout rendu compte que physiquement, parce que du coup, comme j'étais blessée, je faisais des séances de physique avec les mecs du club. Physiquement, j'étais là, quoi. J'avais 34 ans, ils en avaient 19, mais j'étais là. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, t'as rien perdu, vas-y, fonce. Ok. Et donc, c'est à ce moment-là que tu reprends et tu t'y mets à fond. Ok. Exactement, oui. Et t'as cité le fait que t'avais rencontré un peu les grands noms du MMA français. Comme dans quel contexte tu as pu les rencontrer? Du coup, c'était hasardeux ou... Moi, c'était au culot.
Ok. Ouais, j'ai contacté Sheik sur Instagram, je crois. Ok. Ou Facebook, je sais plus à l'époque, en lui disant voilà, je suis prof en lycée, je veux organiser un stage pour mes lycéens. Et en fait, il m'a répondu tout de suite oui, et il est venu avec Vincent Parisi. Ok. Et ils ont fait un stage à mes lycéens, mais c'était drôle parce que mes lycéens, donc moi j'avais mis des affiches, et ils me disaient wesh madame, vous pensez vraiment qu'on va vous croire quand vous disiez que. Alors déjà, on va reprendre correctement en français s'il te plaît. Ne me dis pas wesh madame, mais genre Cheikh Congo, il va vraiment venir. Bah ouais, il va venir. Ouais, il va pas venir à Sartrouville pour nous. Bah si, il va venir. Inscris-toi au stage et tu verras qui sera là. Génial. Et ça, c'est un truc qui a toujours marqué les étudiants de se dire. En fait, il y a des mecs qui sont prêts à venir jusque nous en banlieue et c'est extraordinaire. Et après, Cyril Diabaté, j'avais déjà commencé un petit peu le MMA, donc et je m'entraînais de temps en temps à son club, la Snake Team. Ouais. Tu te rends compte quand même que se créer un réseau comme ça et être capable effectivement d'attirer un champion comme ça, tu vois, ça fait partie aussi du talent, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a plein de profs à qui ça serait jamais passé par l'esprit, tu vois, même qui auraient essayé, qui auraient pas du tout réussi, tu vois. Et le fait que tu arrives à le faire, c'est quand même, c'est fou, quoi. Tu vois. Ouais, moi je m'en rends pas forcément compte parce que je crois que je suis animée par la passion. Ouais. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais adoré m'avoir comme prof de PS. Quand j'ai commencé à enseigner à la fac, donc j'étais à Paris 7. Ouais. Le seul voyage scolaire que j'ai organisé avec des étudiants, c'est aller à l'UFC à Londres pour les emmener voir le dernier combat de Cyril Diabaté. C'est vrai. Ouais. Ok. Donc c'était ça aussi, c'est des anecdotes un peu sympas et des étudiants qui se disent waouh. Ouais. Et les parents, ils sont ok? À la fac, c'est des adultes. Ouais, c'est vrai. T'as Donc, raison. Tu fais un peu ce que tu veux. Donc voilà, mais après, je pense sans vouloir un peu rentrer dans les clichés, mais je crois qu'en banlieue, les parents sont un petit peu d'accord pour tout à partir du moment où on s'occupe de leur enfant, en fait. Ouais, tu leur fais voir des trucs, quoi. Il est occupé. Ouais. Moi, ça me va et je suis pas sûre que les parents sachent vraiment ce qu'est le MMA. Moi, aujourd'hui, mes parents, alors que moi, j'ai pas grandi en banlieue, j'ai grandi à la campagne dans le Morvan, mais aujourd'hui, mes parents, je suis pas sûre qu'ils soient très au courant. Ouais, je crois qu'ils se rendent pas compte de ce que je fais. Je pense que ma mère, elle me verrait à l'entraînement, elle rentrerait sur le tatami pour me dire rentre à la maison, mais ça va pas dans ta tête. À ce point-là, tu les as jamais invités à un combat ou à un entraînement ou... Non. Ok. Non, ils ont vu. Alors, la seule fois où ils ont vu vraiment ce que j'ai fait, mais c'était du grappling, c'était pas du pancrace ni du MMA. C'était, je crois, pour les championnats du monde quand la chaîne Combat Sport avait fait un reportage sur moi, mais ouais. Mais c'est tout. Et je crois que eux, ils l'ont su via le médecin de famille qui leur a dit mais j'ai vu Jen hier à la télé. Dis donc, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Les combats, elle est forte. En plus, elle est toujours aussi... elle parle toujours aussi bien. Elle est toujours aussi intéressante. Elle est motivante. Et du coup, mes parents m'ont appelé pour me dire Docteur Chapuis, il a dit que t'étais passé à la télé. Bah ouais. Je vous l'avais dit aussi, mais vous l'avez pas retenu. Ils ont dû se dire non, c'est pas ma fille. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, mes parents, moi, si vous leur dites votre fille, elle est championne du monde, ils vont dire ouais. Ouais, bon, c'est comme si c'était un truc anodin, quoi. Ok. Et t'as mentionné le grappling. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est peut-être aux auditeurs et peut-être la différence avec d'autres sports de combat. Ouais, alors le grappling, c'est un peu comme le jiu-jitsu brésilien. C'est pratiquement les mêmes règles. Donc c'est un sport de préhension. C'est un sport de soumission aussi. Ouais. Donc en fait, c'est un mélange entre la lutte et le jiu-jitsu brésilien. On part debout. On a des phases de lutte debout. Et le but du jeu, c'est de remporter le combat soit par une soumission, que ce soit debout ou au sol, parce qu'on peut amener le combat au sol, ou au point. Et on gagne des points en marquant des positions, en tentant des soumissions si elles ne sont pas allées au bout, ce genre de choses. Ok. Et du coup, quelles vont être les différences avec le MMA ? Est-ce que tu as le droit de mettre des coups, tu as le droit de faire des positions de soumission ? C'est quoi ? C'est qu'il y a des restrictions peut-être ? En grappling, il n'y a pas de coups.
Ah pardon, excuse-moi, il n'y a pas de coup. Voilà. En MMA, il va y avoir les percussions, les projections et les soumissions. En grappling, il va y avoir que la préhension, la projection et la soumission. Pas de percussion. Ok, mais okay. Et du coup, ce que tu appelles la projection, ça va être tout ce qui est un peu similaire à des prises de judo, par exemple. Exactement. Tu attrapes et tu balances. Judo, lutte, sanda. Ok. Et j'avais entendu dire, mais peut-être que je me trompe, mais que dans le MMA, justement, c'était tous les meilleurs combattants. Aujourd'hui, c'était des gens, c'était pas forcément les boxeurs, mais que c'était plutôt au contraire ceux qui venaient du jiu-jitsu brésilien et de la lutte. Parce que c'était plus déterminant, peut-être que ça a peut-être changé. Mais alors quand ça a commencé avec le Pride, c'est vrai que l'école Gracie Barra au Brésil remportait un petit peu tout. C'est vrai qu'ils arrivaient avec leur technique un petit peu de soumission, de jiu-jitsu brésilien, amener le combat facilement, assez rapidement au sol et le terminer au sol. Aujourd'hui, ça c'est plus vrai. Parce que déjà les 3/4 des combattants de MMA sont ceintures noires de jiu-jitsu brésilien ou de grappling. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle école un petit peu qui a été mise en avant, c'est l'école de la lutte. On l'a vu avec Khabib. Où là, c'est vrai que les lutteurs depuis un certain temps ont un peu le vent en poupe, comme on dit en MMA, et obtiennent de bons résultats. Mais aujourd'hui, en fait, à l'époque, les gens qui venaient dans le MMA, ils venaient d'un art martial particulier. Du jiu-jitsu brésilien, du taekwondo. Aujourd'hui, c'est faux. Les mecs qui commencent le MMA, comme là, le petit que j'entraîne, Fabakary Diatta, qui a combattu au Bellator, il a commencé le MMA à l'âge de 13-14 ans et il a commencé par du MMA. Donc les mecs, ils sont archi complets. Quand on voit aujourd'hui un combattant comme Saladin Parnasse aussi, qui combat dans ma team, qui est l'espoir numéro 1 français, et je pense que quand il va rentrer à l'UFC, il va faire un carnage. Quand on le voit aujourd'hui, il est complet. Saladin, il a un striking de fou. En boxe anglaise, quand il va mettre les gants dans des salles avec des mecs qui viennent de la boxe anglaise, les mecs ils tiennent pas. En pied-point, quand il est face à des mecs du K1 ou du Muay Thai, les mecs c'est compliqué pour eux. Et au sol, en lutte, ils sont en galère aussi. C'est des mecs qui sont archi complets. Donc à l'époque c'était vrai, aujourd'hui ça l'est moins. Ouais, je vois. Mais en plus, il y a quelques analogies, tu sais, même dans les sports d'athlétisme. Tu vois, le triathlon, c'était toujours des gens qui avaient une base, soit en natation, soit en vélo, soit course à pied. Maintenant, des tout jeunes, ils font du triathlon et ils sont tous très forts sur les trois. Ok, ouais. Mais je vois très bien, ouais. Et moi, j'aimerais connaître un petit peu aussi de l'intérieur aujourd'hui, tu vois, tous ces sports, justement, tu vois, que ça soit le grappling ou peut-être le MMA, mais vu par une femme, tu vois. Parce qu'on voit que ça a de plus en plus d'ampleur, tu vois, sur les circuits masculins. L'UFC, comme on disait tout à l'heure, c'est devenu presque, tu vois, dans le langage commun, tu vois. Même les gens qui font pas de sport de combat ou qui sont pas particulièrement sportifs, ils savent ce que c'est que l'UFC ou le MMA, ils connaissent au moins un des deux mots, on va dire. Pour certaines générations, même surtout pour les jeunes. Je sais pas à quel point c'est médiatisé aujourd'hui pour les femmes et à quel point c'est structuré, tu vois. Est-ce que c'est pareil, il y a une ligue un petit peu dominante, comment est-ce que ça fonctionne, tu vois, et comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça se développe? Alors en fait, le MMA féminin, il se développe plutôt assez bien. Dans le sens où toutes les grandes organisations, que ce soit l'UFC, le Bellator, le PFL, le Rising, proposent des combats féminins. Aujourd'hui, à l'UFC, on a des combattantes qui sont monstrueuses. Que ce soit Rose qui a remporté son combat là ce week-end, et quand on la voit... petite meuf, crâne rasé, pas très épaisse, on se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Techniquement aujourd'hui, elle est ce qu'il y a de meilleur à l'UFC, hommes et femmes confondus. Vraiment. Après, on a d'autres femmes qui arrivent. Alors c'est vrai que en France, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas encore de combattantes stars françaises. On a des combattantes qui combattent à l'UFC. Il y a Zara Firn. Malheureusement, elle a encore raté une pesée, donc je pense que son contrat à l'UFC est assez compromis. Effectivement. Ensuite, il y a une jeune fille qui vient d'arriver, qui est passée par le circuit amateur, championnat du monde amateur. Alors, je me rappelle plus de son prénom, mais qui est dans le sud.
Elle va faire parler d'elle à l'UFC, c'est sûr, parce qu'elle est quand même très très forte. Mais en France, on n'a pas encore de combattante phare. Alors si, il y a Lucie Berthaud, parce qu'on la voit actuellement dans Koh-Lanta, donc ça va peut-être permettre aussi à... ça va peut-être permettre... c'est ça qui aide aussi, ouais. Donc du coup, on sait qu'aujourd'hui, la télé-réalité, elle a quand même beaucoup d'influence, et peut-être que des jeunes filles qui vont regarder Koh-Lanta et qui vont voir Lucie Berthaud vont se dire ah ouais, en fait, le MMA, c'est ça a l'air chouette, je peux essayer. Mais on n'a pas, comme aux États-Unis, Rose qui explose le circuit, Zhang Weili en Chine qui est juste monstrueuse et qui aujourd'hui est une star en Chine, donc même dans des pays comme la Chine. Des Brésiliennes qui cartonnent à l'UFC, bon, il y en a plein. Et après, contrairement à la boxe anglaise, par exemple, dans le circuit MMA, les salaires pour les femmes sont calculés de la même manière que pour les hommes. Ok. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant, donc par rapport à l'ancienneté, etc. Et notamment à l'UFC, avec le fait qu'il n'y ait qu'un seul sponsor. Donc avant, c'était Reebok, aujourd'hui, c'est Venom. Ouais. Les primes sont calculées par rapport à l'ancienneté et le nombre de combats qu'on a fait à l'UFC. Après, il y a d'autres primes qui vont se rajouter, mais les salaires de base sont calculés exactement de la même manière. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez... C'est bien de le noter, voilà, hein. C'est presque étonnant, ouais. Voilà. On pourrait avoir une image un peu machiste, tu vois, de toutes ces organisations, et tu vois, c'est un milieu d'hommes, et puis même, tu sais, dans la boxe, c'était pour m'être intéressé un petit peu à toute l'histoire de Mike Tyson et compagnie, c'était sacrément véreux et sacrément masculin, quoi. Mais et c'était, je pense, pas très fair, mais pas très juste. Ouais. Donc c'est bien de le mentionner, quoi. En boxe anglaise, c'est encore vrai, hein. Les salaires féminins sont moindres. Alors après, les grosses stars en boxe anglaise vont gagner plus. Donc ça, c'est ce qui avait été mis en place avec la loi qui a été mise en place grâce à Mohamed Ali. Mais les femmes aujourd'hui en boxe anglaise gagnent beaucoup moins que leur homologue masculin. Et c'est pour ça que Clarissa Shield, qui a été championne olympique et qui est... aujourd'hui, il n'y a pas une femme qui la bat en boxe anglaise. Se met au MMA. Se met au MMA et elle prend une organisation qui n'est pas non plus anodine. Elle choisit le PFL. Elle aurait pu choisir l'UFC avec son passé, parce que l'UFC aurait été très intéressé. Mais pourquoi le PFL ? Parce que le PFL, c'est la seule organisation aujourd'hui qui propose un tournoi féminin à $1 million. Ok. Voilà, donc il y a des tournois à $1 million comme ça un petit peu partout. Il y en a eu en Corée. Le dernier à l'avoir remporté, c'est un Français, Mansour Barnaoui. Ouais. Et il n'y en a jamais eu pour les femmes. Et le seul, c'est le PFL. Donc c'est une organisation américaine. Et parce que derrière, ils vont vouloir la faire rentrer justement dans ce tournoi. Et en plus, dans une catégorie de poids que les autres... parce qu'un des nerfs de la guerre aussi, pour moi, aujourd'hui, dans ces sports de combat, et notamment le MMA, c'est les catégories de poids. Ouais, bien sûr. Ça s'arrête à 66 kilos à l'UFC. Ah ouais. Et au Bellator. Le PFL propose 70 kilos. Et Clarissa Shield combat à 70 kilos. Donc en fait, on va avoir au prochain tournoi du PFL féminin Clarissa Shield, ancienne championne olympique de boxe anglaise, une championne olympique de judo, et derrière d'autres boxeuses sur un tournoi où elles vont s'affronter en plusieurs manches pour $1 million. Donc ça, c'est intéressant. C'est quand même fou parce que tu vois, t'as plusieurs sports historiques qui sont en plus des sports olympiques, sur lesquels t'as des athlètes qui s'en vont pour des raisons en partie financières. On ne sait pas à quel degré d'importance, mais ça joue quand même dans la balance. Grâce justement effectivement au fait que d'autres sports avec des ligues privées du coup soient beaucoup plus rémunérateurs, quoi. Donc c'est hyper intéressant, je trouve, en termes de même de sport business, de management du sport, de politique du sport. Je trouve que c'est fascinant, quoi, cette évolution. Ouais, c'est assez intéressant. Et après, il faut comprendre, par exemple, aussi qu'à l'UFC, on a des combattantes qui reviennent de grossesse. Donc moi je trouve que le MMA il est un peu précurseur dans le milieu du sport féminin. Il y a d'autres sports où une nana, quand elle est enceinte, on n'en entend plus parler. Aujourd'hui il y a quand même donc la conjointe d'Amanda Nunes qui est une des stars de l'UFC, donc elles viennent d'avoir un bébé, donc déjà il y a aussi le côté un peu ça pose pas de problème que les combattants soient gays et l'affichent et aient des enfants, et donc ça aussi je trouve que c'est très précurseur pour tout ce qui est lutte contre les discriminations sexuelles et genrées.
Et on a des nanas qui reviennent de grossesse et qui recombattent et qui gardent leur place, qui gardent leur rang et qui vont se remettre en place. Là-dessus, dans les autres sports de combat, on est quand même très en retard. Moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai vu la dernière, une des jeunes filles de l'équipe de France de judo, où il y avait un article où elle disait qu'elle allait être à la rue parce qu'elle avait pas d'argent, quoi, alors qu'elle venait de remporter une médaille aux Jeux Olympiques. La boxe anglaise pour les femmes aux Jeux Olympiques, c'est que depuis 2012. On a tendance à l'oublier, ça. Et seulement 3 catégories de poids, je crois, ou 4 catégories de poids contre 8 ou 9 chez les hommes. Donc il y a du retard. Et ce sport qu'on voit un petit peu comme un sport barbare, moi je trouve qu'il est quand même précurseur dans pas mal de choses. Alors après, il y a d'autres femmes qui ont mené de grandes guerres comme Serena Williams, etc. Et peut-être qu'aux États-Unis, ça a marqué les esprits et on reste un petit peu dans ce cheminement d'essayer d'être égalitaire. Mais même si ça a mis du temps à se faire au niveau de l'UFC, aujourd'hui, à l'UFC, il y a des catégories de poids. Moi, il y a énormément de combattantes femmes et il y en a pratiquement autant que chez les hommes. Ouais. Non, mais écoute, moi, je trouve ça hyper intéressant. Effectivement, j'avais déjà entendu que, tu vois, le MMA et les différentes organisations étaient plutôt exemplaires, tu vois. Ouais. Et t'as fait une comparaison avec les autres sports de combat, mais c'est tous les sports. Je sais pas si t'as vu là il y a quelques semaines en Italie une volleyeuse qui s'est fait assigner en justice par son propre club pour être tombée enceinte. Donc on est à un niveau de, tu vois, on est à un niveau de non-respect, je trouve, de la femme qui est assez impressionnant. Et le handball est pour l'instant la première ligue justement à avoir encadré. Tu vois, le handball féminin en France, la première et la seule à avoir encadré justement alors je sais, j'ai pas bien fait mes devoirs, j'ai pas regardé tous les textes, mais en gros, il y a un statut social pour les femmes qui tombent enceintes, elles ont le droit, c'est encadré, c'est autorisé, et elles sont protégées juridiquement. Et exactement. C'est un des seuls sports en France, en tout cas sur les sports de club, où c'est le cas. Donc tu vois, quand tu me parles de filles déjà qui ont le droit de recombattre et qui en plus qui reviennent et qui regagnent, tu vois, en France on n'y est pas, on n'est peut-être même pas arrivé à la première étape. Donc mais on n'en est pas loin, ça bouge, hein. Donc il y a en effet beaucoup, le handball qui a mis en place les premiers contrats qui protégeaient les femmes qui avaient des enfants en disant elles ne perdent pas leur combat. C'est aussi la première ligue où on a un gros sponsor, Butagaz, qui a créé une ligue, donc maintenant ça s'appelle la Butagaz. Moi je sais peut-être pas Butagaz, il a mis un nom, mais voilà, un peu comme la Lidl Star League, en Ligue 1. Et aujourd'hui, au niveau du foot féminin, ça bouge aussi pas mal, parce qu'il y a aussi des changements au niveau de la réglementation, et notamment des changements qui disent, donc là, il y a la Ligue des champions féminines qui vient d'obtenir des fonds assez spectaculaires et qui va du coup pouvoir s'aligner comme les clubs masculins, notamment avec, je crois, le club qui gagne la Ligue des Champions remporte $1 million. Donc, c'est de l'argent qui va pouvoir être réinjecté et payer les femmes qui jouent au foot, parce que des femmes qui jouent au foot aujourd'hui, qui ont un statut de footballeuse professionnelle en France, il y en a très très peu, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et elles ne gagnent pas des 1000 et des 100. Il y en a qui sont obligées de travailler à côté. Et il y a notamment un nouveau texte qui dit que dans ces clubs-là qui vont jouer la Ligue des Champions, donc ça je l'ai lu ce matin, moi, j'ai fait mes devoirs. Non, on sent la prof. Et qui dit justement que ces équipes de Ligue des Champions vont pouvoir remanier leurs équipes tout au long de l'année, justement pour prévenir un petit peu les femmes qui mettraient, qui vont pouvoir faire des enfants, parce que le cheminement pour une nana, c'était je fais du sport et puis j'arrête pour fonder ma famille. Et souvent, c'était un terme à leur carrière. C'est pour ça qu'on voit très peu de femmes dans les sports de haut niveau passer 18, 20, 22 ans. Parce que c'est pas compatible avec ce que la société attend d'elle. Ouais, c'est clair. Je viens de publier là une super interview avec Mélida Robert-Michon, tu vois, qui a 41 ans, qui va au jeu. Je faisais les compètes avec elle à l'époque. C'est vrai. Elle était en disque, moi en javelot, mais on était sur les mêmes sports de lancer, ouais. Mais et elle dit qu'au contraire, ses grossesses ont été une énorme force et une source de motivation pour elle, que faudrait qu'on arrête de mettre des dates de péremption sur des athlètes, et qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, et encore plus sur les femmes justement,
justement avec des grossesses. Et ça serait écoute, on va toucher du bois pour elle si elle ramène quelque chose de beau à Tokyo, ça pourrait effectivement, ça serait un beau rôle. Ouais, c'est clair. Et peut-être pour revenir un petit peu au MMA et au combat, toi j'ai cru comprendre que cette année c'était très compliqué là, du coup pour combattre, tu vois, quels sont un peu du coup toi tes projets pour l'avenir à la fois sportivement et peut-être professionnellement avec la situation actuelle qui est pas facile pour tout le monde. Ouais, alors moi je suis de la même génération, donc j'approche les 40 ans, donc donc à un moment il va falloir aussi accepter de plus avoir physiquement le même niveau qu'avant. Donc c'est pas l'envie qui m'en manque, hein, ça c'est sûr. Après comme je disais, moi je suis un peu dans une posture qui est un peu complexe parce que ma catégorie de poids elle n'existe pas. En France, il y a très peu de combattantes, donc du coup, on n'arrive pas à me trouver d'adversaire. Et les organisations qui seraient intéressées pour me voir combattre, mon agent, il avait eu des touches avec le Rising, avec le PFL aussi. Et en fait, c'est des organisations qui disent, mais elle est très intéressante sur le papier, mais le souci, c'est qu'elle manque de combats. Okay. Donc nous, si on l'accepte, il faut qu'elle ait au moins 1 ou 2 combats en plus. Mais le problème, c'est que ces combats en plus, on n'arrive pas à me les trouver. Ouais. Parce que les catégories n'existent pas et parce que une organisation va pas risquer de me payer un billet d'avion, une prime de combat, etc. Alors que en vrai, j'ai pas tant de combats que ça. Donc c'est un peu le chien qui se mord la queue en permanence. Donc cette catégorie de poids qui n'existe pas. Et puis là se rajoute l'âge, 39 ans, donc ça devient un peu, ça va être de plus en plus complexe. Okay. Mais bon, c'est pas, pour moi c'est pas bien grave. Pendant très longtemps, j'étais un petit peu dans cette logique de, pour prouver qu'on est légitime, il faut avoir un palmarès de fou. Mais en fait, le palmarès de fou, je l'ai. J'ai des titres de championne de France dans 3 sports différents, championne d'Europe, championne du monde. Il faut que j'arrête un petit peu de me placer dans cette logique du syndrome de l'imposteur et que je fasse en fait exactement ce que j'ai envie de faire. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est démocratiser le MMA chez les femmes, permettre à plus de jeunes filles de pratiquer, démocratiser aussi l'enseignement du MMA en milieu scolaire et à la fac. Aujourd'hui, je rencontre encore des difficultés au sein de la fac pour mettre en place un cycle MMA. Donc ça, c'est les projets que j'ai en rapport avec le MMA et ensuite, comme je te disais tout à l'heure, moi je viens de participer à une formation HEC, une formation stand-up pour chef d'entreprise dédiée aux femmes et là je suis en train de monter mon projet doucement. Okay. Mais voilà, je suis en train. Tu nous racontes un peu ta vision. C'est ta vision, le projet de tes rêves, ça serait quoi là si t'es au début et que je te disais tu peux rêver de tout et de n'importe quoi si t'avais 1 million d'euros et même 1 million c'est pas assez, 10 millions à l'américaine et ça serait quoi du coup le projet de tes rêves et ta vision en fait? Alors le projet de mes rêves, ce serait d'ouvrir une salle de sport de combat très haut standing qui s'adresserait à des personnes qui souhaiteraient avoir du coaching privé dans un sport de combat, que ce soit la boxe, le MMA ou le grappling ou le jiu-jitsu brésilien. Donc ce serait un espace hyper tendance, hyper design, hyper branché pour faire des sports de combat qui sortent un petit peu... même si les salles de quartier, c'est quand même là où on fait les meilleures soupes, j'ai envie de dire. Ouais, mais... après, je sais pas si c'est Rocky, la déformation, ou $1 Million Baby et tout, mais on a l'image. Je trouve que les sports de combat sont des sports associés aux catégories socio-professionnelles moins aisées, et que les meilleurs boxeurs viennent de la rue, quoi. On n'imagine pas que ça pourrait être... je sais pas, le fils d'un trader, d'un avocat ou d'un chirurgien. On n'imagine pas ça, quoi. Ou d'une prof à la fac. Mais du coup, oui. Et ces catégories socio-professionnelles, c'est des catégories qui fantasment un petit peu ces sports de combat. Elles ont toutes envie, à un moment donné, d'essayer d'être... j'ai envie d'essayer d'être boxeur, j'ai envie de monter dans un ring, etc., pour voir ce que ça fait. Et c'est aussi des gens qui ont cette rigueur. En fait, il y a un gros parallèle entre sport de haut niveau et l'entrepreneuriat aussi, on va dire, de haut niveau. Et moi, je trouve que c'est 2 choses qui se regroupent et qui peuvent, en tout cas, le sport de haut niveau peut apporter énormément à ces personnes-là.
notamment dans la gestion du stress, dans la gestion des défis, dans l'envie de faire avancer sa société. Et du coup, j'ai envie de créer cet espace-là pour ces gens-là. Ok. Alors, parce que j'ai pas envie d'être dans une structure où je prépare des compétiteurs. Ouais, tu ne dois pas rester sur le côté un peu, sur le côté athlète de haut niveau et je sais pas, accompagné d'autres femmes qui veulent préparer l'UFC ou... Non, j'ai envie d'accompagner des gens qui veulent mener d'autres combats professionnels et personnels et voilà, pour moi c'est un... Et qu'est-ce qui fait que tu veux te détacher du coup un peu de la sphère du haut niveau, parce qu'on voit beaucoup d'athlètes qui en restent un peu collés, quoi, qui ont du mal à couper le cordon un peu pour mettre ouais, en fait, je crois que c'est parce que ces personnes-là ont rien construit à côté. Et elles ont que ça comme repère, elles n'ont que ça à quoi se rattacher. Moi, c'est pas mon cas. J'ai commencé par me créer mon avenir professionnel. Donc, je suis prof moi, j'ai eu le concours du CAPES à 23 ans. Et j'ai commencé le MMA à 33 et à 35, je fais championne du monde. Donc, moi, j'ai fait le cursus un peu inversé des gens. Mais très souvent, les gens qui restent comme ça rattachés, c'est parce qu'elles n'ont pas autre chose autour et que tous leurs repères... au final, c'est cette salle de combat, c'est cette salle de sport. Et après, il y a une autre réalité. En France, le sport professionnel, il n'est pas développé. Aujourd'hui, un combattant, il ne va pas payer pour un préparateur physique. Ouais. Il y en a très peu qui le font. Donc, quitte à monter une entreprise, autant que ce soit une entreprise qui me rapporte aussi de l'argent. C'est donc, une travailler avec un public averti et un public qui est prêt à dépenser aussi de l'argent pour son bien-être et pour le dépassement de soi. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Mais on l'oublie trop souvent. Hein, mais moi, j'accompagne des entrepreneurs, tu vois, et c'est écrit dans la loi et c'est une obligation légale pour une entreprise de générer des bénéfices. Voilà. Merci. Donc, à l'inverse des associations et des fondations qui ont interdiction de générer des bénéfices, une entreprise est obligée de le faire. Donc, à partir du moment où on crée une entreprise, c'est quand même le but est effectivement de générer du chiffre d'affaires et par conséquent du bénéfice. Mais écoute, hyper cool. Du coup, j'imagine qu'on suit ça sur un peu sur tes réseaux, JN Academy, et qu'on redirige un petit peu les auditeurs vers là. Exactement. Écoute, moi j'ai hâte de voir un petit peu ce projet sortir de terre et de suivre ça de loin et tout. Donc, d'ailleurs, si je peux t'aider, des entrepreneurs, j'en connais, et j'en accompagne. J'ai quelques petites questions pour la fin. C'est un petit peu des questions culture, un peu kiff. On tente ? Allez, c'est parti. La première, c'est qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist ? Alors dans ma playlist, on va trouver du Buju Banton, on va trouver du Kimani Marley, on va trouver du Dossier, on va trouver un peu de R&B aussi. Ok. Voilà. Ok, je te rejoins sur Kimani Marley, j'adore. Ouais. Grand fan. Ah bah, on est deux. Si tu pouvais te donner un conseil à ton toi-même de 18 ans, tu vois, qui rentre à la fac de Staps, qu'est-ce que la Jen de l'époque, elle aurait eu besoin de savoir et que t'aimerais lui dire ? T'aurais aimé lui dire ? Que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil et et qu'à un moment donné, il faut... Parce que moi, je suis quelqu'un de très généreuse, très gentille. D'ailleurs, on me reproche toujours d'être trop gentille et je pense que je me dirais d'être beaucoup plus forte dans mes décisions et de ne pas laisser les autres m'imposer leurs choix. Ok, c'est hyper inspirant. Est-ce que tu as un petit, un petit porte-bonheur, un petit gris-gris avant de monter sur le ring, une petite routine, tu vois, que tu répètes? Alors, des routines, j'imagine. Des routines, il n'y a que ça, mais... ouais, alors ou un peu moi j'en ai une qui est pas très... que je subis. C'est Oula. Pas... je suis envahie par le stress et j'ai besoin de pleurer avant de... C'est vrai? Ouais. À chaque fois que tu montes sur un ring, tu as besoin de... Alors c'est soit je fais les 100 pas
non, j'y vais pas, ok, j'y vais, non, j'y vais pas. Et il faut que je m'enferme toute seule dans une pièce. Et d'ailleurs, avant ma finale des championnats du monde, je suis remontée dans ma chambre d'hôtel parce que ça se passait dans un complexe hôtelier en Turquie. Ok. Pour pleurer, évacuer le stress et me dire c'est bon, quoi, arrête de chialer, c'est le rêve de ta vie, t'as toujours voulu être championne du monde, donc vas-y, descends. Et... Ok. Donc moi, c'est plus une routine subie. Wow. Et est-ce que... Non mais attends, c'est hyper intéressant parce que Marie-Josée Pérec, pareil, elle avait ce truc 24 heures avant une course où elle est incapable de dormir, je crois. Même une course où elle devient championne olympique avant. Je crois qu'elle a été vue à 2h du matin en train de boire du coca dehors, tu vois, pour évacuer le stress. Donc, tu vois, c'est pas du tout anodin, quoi. Ouais. Mais et du coup, désolé, j'ai envie de rebondir là, mais est-ce que t'as remarqué que t'étais meilleure quand tu lâchais tout? Et effectivement, ok, tu pleures, t'assumes, t'acceptes, et puis voilà. Ou est-ce que, au contraire, tu vas te sentir meilleur quand tu vas retenir le truc, faire tes 100 pas et essayer de faire passer un peu l'énergie. Enfin, il n'y a pas de différence ou... Non, quand je lâche tout, je suis bien plus performante. Ouais. Okay. En fait, je lâche tout, mais j'ai aussi un passage où je me parle à moi-même. En fait, c'est de l'autodétermination. Ouais. Ok. Bon, ça va dénoue un petit peu avec le côté bagarre, tout ça. On se dit, oh, elle pleure avant. Non, mais écoute, moi, ça me surprend pas du tout. C'est montée de stress et c'est... Ouais. Chacun réagit différemment. Il y avait aussi Jacques Brel, Jacques Brel qui dit dans une interview à chaque fois qu'il donnait un concert et qu'il chantait en public, il passait 2 heures avant à vomir. Littéralement, tu vois. Mais pourtant, tu vois, on aime ou on n'aime pas Jacques Brel, mais tu vois, à son époque, c'était quand même. C'était quelqu'un. C'était quelqu'un, ouais. Donc comme quoi, on en souffre tous. C'est quoi ton plus beau souvenir de sport? Ça reste d'être sur le podium et d'entendre la Marseillaise chanter pour soi. Ça, c'est un truc. En termes d'émotion, c'est énorme. Et de se dire, mais habituellement, je regarde les autres derrière la télé et là, je suis à l'autre bout du monde et la Marseillaise, elle chante pour moi, quoi. Moi, j'en suis encore tout émue. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a un autre sport, alors t'en fais déjà beaucoup, mais est-ce qu'il y a un autre sport que t'aurais aimé pratiquer à haut niveau? Du football américain. J'aurais aimé être étudiante aux États-Unis et fracasser tout le monde au football américain. C'est vrai, je sais pas du tout si le football américain est beaucoup représenté par les femmes. J'ai l'impression que les sports féminins, les sports au féminin, les sports au masculin sont pas du tout les mêmes aux États-Unis. Mais... Ouais, à part le basket. À part le basket, il commence à y avoir aujourd'hui une ligue assez intéressante, même en NBA. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on est encore dans les clichés ou les images qu'on voit quand on cherche football américain féminin. C'est des nanas qu'ils ont mis en string et en culotte. Voilà, donc. C'est pas la meilleure image qu'on peut en avoir. Non, pas trop. C'est très, très sexualisé, ouais. Est-ce que y a un livre ou un film qui t'ont inspiré et que tu recommandes aux gens autour de toi pour leur faire passer un message ou parce que tout simplement tu les as beaucoup aimés? Moi, j'ai été énormément touchée par Zahir de Coelho, qui est cette quête un petit peu spirituelle d'un homme qui part à l'autre bout du monde pour retrouver son bonheur. Je crois que c'est le seul bouquin qui m'a vraiment marqué spirituellement. Après, il y en a d'autres, mais plus parce que je suis très sensible à certaines causes, notamment les enfants. Je sais que j'avais été traumatisée par ce livre Allah n'est pas obligé, de l'histoire d'un enfant soldat. Voilà, c'est les deux vraiment bouquins qui m'ont marqué. Mais c'est marrant que tu suives Coelho parce qu'on l'a déjà cité sur ce podcast. Je sais plus, j'ai un petit trou de mémoire qui m'en avait parlé, mais très 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 bel auteur, ouais. Très très. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? C'est le moment où le micro est à toi. Je vais pas prendre un café. Comment je vois le sport féminin dans 10 ans? Vas-y, je te la pose. Je le vois évoluer. En fait, c'est une réflexion que j'ai, et aujourd'hui il y a beaucoup de sportives femmes qui ont cette même réflexion. Je crois que les gens ne réalisent pas que le sport féminin il part avec 50 ans de retard, 80 ans de retard en termes de prouesse physique et technique, et les gens ne réalisent pas à quel point c'est en train de changer et que le sport féminin est en train de devenir de plus en plus spectaculaire.
On le voit notamment en gymnastique avec la petite américaine là, qui propose des enchaînements en gym qui sont juste aberrants. Et quand on voit l'évolution de la gym, moi quand j'en faisais à mon époque, les diagonales acrobatiques, il y en avait 2. Ouais. Aujourd'hui, c'est que ça. Et la nana, elle envoie des figures que même les mecs n'arrivent pas à faire, quoi. Alors qu'à l'époque, la différence d'un point de vue acrobatique entre les hommes et les femmes, elle était quand même assez spectaculaire. En athlée, c'est la même chose. On a des Caster Semenya aujourd'hui qui courent le 800 mètres ou le 400 mètres à des allures qui sont juste hallucinantes. Et du coup, on va dire que c'est peut-être pas une fille. Donc techniquement, en fait, les femmes, là, elles sont en train de rattraper leur retard. Même dans les sports co, on le voit, hein, foot, etc. Et dans 10 ans, dans les 10 prochaines années, en termes de prouesse et en MMA en particulier, on va assister à des choses qui vont être extraordinaires. J'ai hâte de voir justement cette nouvelle génération de femmes qui va avoir déjà à disposition tout ce dont les femmes n'ont pas pu avoir 10 ans en arrière quand elles étaient obligées de se déguiser en mec pour courir les marathons. Et l'essor du sport aujourd'hui, pour moi, c'est là où il y aura le plus d'avancées techniquement, physiquement. C'est dans le sport féminin. Ouais, j'en suis intimement convaincu. Et tu as tout à fait raison. Je te fais part d'une réflexion que j'ai eue pendant un moment. Je me disais, justement, je me posais la question, est-ce que les femmes pourront arriver sur tous les sports au niveau des hommes? Et il y a un des trucs qui m'est passé par la tête, c'était de me dire qu'en fait, les sports avaient été créés par des hommes pour des hommes. Exactement. Donc forcément, ils vont plus correspondre à leurs aptitudes physiques, tu vois. Et quand tu regardes les sports olympiques, enfin tu vois les Jeux olympiques tels qu'on a la vision athénienne, romaine, je sais plus, athénienne. En fait, c'était que les hommes qui avaient le droit de concourir et c'était que les hommes qui avaient le droit de supporter et d'être dans les arènes, tu vois. Et donc est-ce qu'il faudrait pas créer des nouveaux sports? Je ne sais pas, mais pourquoi pas, mais en tout cas en tout cas, effectivement, on voit qu'il y a une très très grosse évolution et puis il y a plein de sports aussi. Alors c'est peut-être plus des sports d'endurance ou des sports de résistance ou de résilience, mais où on voit les femmes qui arrivent à vraiment avoir les mêmes performances que les hommes, quoi, en escalade, sur le trail aussi de montagne. Il y a des performances absolument formidables. Donc je le vois comme toi. Voilà. Et c'est ce qu'il faut pour un monde plus juste et plus égalitaire. Donc exactement, oui. Ça en mettrait certains à leur place. C'est sûr. La toute dernière question que je pose, c'est de savoir, c'est un petit peu comme, c'est un passage de micro, c'est de savoir à qui tu aimerais que je donne la parole sur une prochaine interview. Ça peut être, tu peux me faire plusieurs recommandations. Ça peut être des gens que tu connais pas, une femme, un homme, quelqu'un qui a les deux sexes, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer? On va rester dans le domaine du MMA. Avec grand plaisir. Je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'interroger le précurseur du MMA en France, celui qui dirige un petit peu en termes d'organisation, etc. Stéphane Hatch-Chouffourier, de la Hatch Academy. Et après, dans le MMA, on a quand même des grands précurseurs. Bon, il y aurait Cheikh Kongo, mais il est aux États-Unis les 3/4 du temps. Mais en France, il y a des gens qui sont moins connus et qui pourtant ont mené des guerres dans des pays à l'étranger qui sont assez extraordinaires. Et notamment, un de mes coachs, ça pourrait être Grégory Baben, par exemple, qui a une vision du MMA qui est assez avant-gardiste, je dirais. Et qui, dans son domaine, est très, très bon. Ok, et écoute, il n'y a pas de femme, hein, je suis désolée. J'ai cherché, mais... non, mais écoute, je me débrouille aussi pour avoir des combattants de femmes, tu vois, et puis il y a d'autres sports, tu vois, la boxe, le judo, et donc je trouverai, t'en fais pas. Voilà, super. Et écoute, merci infiniment, Jeanne, franchement, j'ai passé un super bon moment, j'espère que toi aussi. C'est très agréable. Et on a abordé plein de sujets différents, et c'était passionnant, tu vois, moi je me suis régalé en tout cas, donc merci à toi. Non, merci à toi. Moi, j'ai pas vu le temps passer. C'était vraiment super. Merci ça beaucoup. Fait 1h15. Voilà, je te le dis. Salut. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.